C'est un ouvrage extrêmement, tout à fait fondamental, dans lequel vous avez effectivement cette introduction désormais de caractère hébreu dans des manuels de la langue, comme celui-ci. Et depuis le tournant, autrement dit, du XVe au XVIe siècle, Reuchlin est considéré comme le meilleur l'hébraïsant par excellence dans les pays du nord des Alpes. Il est le Nestor, je l'ai dit, on l'appelle le Nestor de l'hébraïstique allemande, et son intervention fera la carrière d'un certain nombre de ses amis et élèves, dont Melanchthon en particulier. Bien sûr, Reuchlin est enfin connu, c'est mon quatrième et dernier point, je rassure le président de la séance, c'est mon quatrième et dernier point. Reuchlin est surtout connu pour l'affaire Reuchlin, à savoir, vous savez que la sociabilité de ces réseaux humanistes s'organise autour du livre manuscrit ou imprimé, que l'on va s'envoyer, dont on fait faire des copies, dont on se fait cadeau, et les dédicaces aux grands, les figures marquantes de la réflexion intellectuelle, tout ça se donne à comprendre comme des marques de respect et comme des sollicitations aussi pour une aide, un soutien, et enfin comme des instruments pour entretenir la sociabilité et la solidarité savante. Et le statut de Reuchlin au sein de ce monde savant l'amène un peu par la force des choses à intervenir vraiment au premier rang dans la querelle autour des livres juifs. Vous savez bien sûr que Johann Pfefferkorn à Cologne prône la destruction des livres juifs, et Reuchlin, malgré tout un intellectuel au sens, disons, contemporain du terme, défendra auprès de l'empereur Maximilien le principe qui est celui de conserver la littérature, les livres, la littérature hébraïque, à condition qu'elle n'attaque pas directement le christianisme, et il conseille même d'instituer dans les grands États, à commencer par l'Empire, un enseignement de l'hébreu. Le projet, dit Reuchlin, de la bibliothèque, c'est celui de la connaissance universelle. Il faut donc conserver tous les livres, ce qui sera le cas d'ailleurs, même si ces livres ne sont pas, c'est un problème de pratique. On conserve tous les livres, on ne les communique pas toujours à chacun. Ça, c'est un autre problème, mais il faut les conserver parce que c'est une chose importante. Et ce dossier de Reuchlin est tellement intéressant, mais ce n'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui pour l'historien du livre, parce qu'il met en jeu la nouvelle économie des médias. C'est une controverse par le biais de l'imprimé, on est déjà dans ce qu'on appelle en allemand les Flugschriften, les feuilles volantes, les papiers de controverse, avec les publications d'opinions, d'oppositions, de réponses, et puis avec la constitution de groupes de pression, et avec un effort constant pour s'attacher le soutien des gens qui ont le pouvoir. En 1511, Reuchlin donne l'Augenspiegel, dont vous avez là la page de titre, qui est un résumé du dossier. Au fond, c'est, comment on appellerait ça, c'est un factum. Et voilà ce qui m'oppose aux Dominicains de Cologne, à l'Université de Cologne. Voilà le dossier avec les pièces justificatives. Il les accompagne, ce dossier de documents, de pièces complémentaires. Et le plus intéressant, mais on n'a pas le temps d'en parler, d'ailleurs c'est pas le sujet, c'est bien sûr les lettres des hommes illustres. Clarorum Virorum Epistola est donné en 1514, un exemple phénoménal, paradigmatique de cette nouvelle problématique de la publicistique. Reuchlin publie les lettres, c'est l'exemplaire de Munich, publie les lettres de tous les savants qui lui ont écrit pour le soutenir dans son entreprise contre ces dominicains et contre l'Université de Cologne. Les lettres seront republiées, c'est l'exemplaire de Zurich qui est tellement intéressant parce qu'il porte l'ex libris de Pellican, malgré tout, qui est un nom aussi dans l'hébraïstique, même si c'est un descendant de Pellican. Mais donc seront republiés un certain nombre de fois. Mais vous le savez, la question du livre hébreu va passer malheureusement assez vite à l'arrière-plan parce que ces années de la controverse de Reuchlin, ce sont les années de la Réforme. C'est les années 1517. Et donc, finalement, on arrive à des situations beaucoup plus figées, beaucoup plus conflictuelles qu'elles n'auraient pu l'être. Je conclus. Malgré, et on en arrive implicitement à votre sujet, malgré les oppositions, malgré toutes sortes de difficultés dues à la conjoncture et surtout à cause du déclenchement de la réforme de 1517, avec Reuchlin et avec les humanistes,
Les études hébraïques vont être acclimatées dans les grands centres intellectuels occidentaux, même si ça n'est pas toujours une chose qui va de soi. Et à Paris, tout le monde le sait, les difficultés avec l'université sont telles qu'on introduit l'hébreu dans une structure para-universitaire dont on nous parlera, alias le Collège des trois langues, le Collège de France aujourd'hui. Les collèges des trois langues dont le titre donne bien le programme. Pour l'historien du livre, bien sûr, les développements de l'économie du média sont le premier et le principal facteur qui vont impulser et réorganiser le champ littéraire à l'époque moderne et le champ intellectuel, ça veut dire la logistique de l'intelligence. Mais j'en termine en attirant votre attention sur ce dont on vient de parler, à savoir l'intérêt de la géographie typographique. Il ne s'agit pas seulement de repérer des presses et des ateliers d'imprimerie, mais il s'agit, ce qui est devenu possible, en partie, de repérer des exemplaires conservés. Alors je me suis intéressé à j'ai un peu avancé dans cette direction. Dans le catalogue collectif de France, avant 1522, vous avez 72 exemplaires des œuvres de Reuchlin conservées en France. Sur ces 72, il y en a quand même 18 à Sélestat. C'est un problème parce que Sélestat n'est pas en France. Bon, il y en a 18 à Sélestat, les autres à Avignon, on peut aussi en parler, à Besançon, qui est plutôt une ville libre d'empire, à Orléans, où Reuchlin a été étudiant, et puis bien sûr à Strasbourg. Vous avez 41 exemplaires à Bâle, vous avez 37 exemplaires à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Ça veut dire que vous avez toute une géographie du livre, comme vous le disiez, des exemplaires qui dépendent à mon avis, de trois axes structurants. D'abord, c'est la géographie proprement dite. On est plus ou moins loin, c'est assez logique. La première géographie, c'est celle des lieux d'édition. Ça voyage, mais dans une certaine mesure. Une plus ou moins grande progressivité. Les groupes linguistiques, les choix confessionnels. Il n'est pas anodin qu'on soit en pays réformé, par exemple. Les réseaux de personnalité et de solidarité. Ça, c'est vraiment le premier axe. Le deuxième axe, dans les pays réformés notamment, c'est la tradition des grandes figures. On va conserver les manuscrits, on va conserver les exemplaires, on va conserver les objets, on conservera les portraits, les bustes des grandes figures de la communauté, et notamment, vous trouverez Reuchlin, le portrait de Reuchlin décorera, sera, comment dirais-je, accroché dans l'ancienne bibliothèque de la ville de Strasbourg, parce que c'est une des figures fondatrices de la communauté. C'est une conservation à titre informatif, pour mémoire, mémoriel, à titre mémoriel, mais aussi parce qu'il y a un but d'enseignement moral. Voilà des gens qui ont donné leur vie ou qui ont consacré leur vie à un certain nombre de choses auxquelles nous tenons, et c'est dans cette optique-là qu'on les consacre. Et puis, bien sûr, ce qui est extrêmement intéressant pour nous, c'est la typologie des textes. Les textes ne sont absolument pas conservés en fonction de leur nature de la même manière partout. Les uns seront plutôt défavorables aux Juifs, les autres seront plutôt savants, les uns seront conservés dans des maisons religieuses, les autres dans des collèges et des maisons ou des institutions universitaires, et puis les autres, enfin, chez les intellectuels eux-mêmes. Ça veut dire chez Sébastien Brand, par exemple, ou chez Beatus Rhenanus, donc on a la bibliothèque encore aujourd'hui. Donc, 4 conclusions, 4 choses, simplement 4 recommandations. Première chose, il faut connaître la géographie historique. C'est impératif. Quand on lit les catalogues d'incunables aujourd'hui, on mélange tout. On vous met Strasbourg en France, ce qui n'est pas le cas au XVe siècle, et ne parlons pas de la géographie de l'Allemagne ou de l'Europe centrale, où nous nageons en pleine confusion. Donc il est impératif de connaître la géographie historique, un minimum, disons, surtout pour le Saint-Empire, c'est moins sensible en Espagne probablement, mais pour le Saint-Empire, les pays allemands, et puis ce qui nous intéresse aussi, l'ancien royaume de Hongrie, qui nous amènera aux marges du pays ottoman. Il faut être absolument informé sur l'histoire des collections. Il n'est pas du tout anodin que ce livre soit conservé dans telle collection. J'ai pris 2 exemples. Nous avons des Reuchlin à la collection de la bibliothèque Teleki, c'est-à-dire les calvinistes de Maroš Vachareli, alias Târgu Mureș, aujourd'hui en Roumanie. Bon, il est évident qu'ils sont là depuis une époque, depuis la fin du XVIIIe siècle. Il est évident que ça correspond à un projet qui n'a pas grand-chose à voir avec l'hébraïstique du XVe ou du XVIe. Donc il faut en tenir compte. Voici cette bibliothèque qu'on vient de restaurer. Et la même chose dans une bibliothèque
Donc je les ai mélangés. Ça, c'est la bibliothèque de l'évêque Ignaz Batthyány à Alba Giulia, alias Karlsburg, et Julia Fehérvár, également en Transylvanie. Là, nous avons la communauté catholique de Transylvanie, et là, nous avons la communauté calviniste de Transylvanie. Et dans les deux cas, nous trouvons en effet des éditions de Reuchlin conservées depuis pratiquement le XVIe siècle. Mais il y a toute une histoire des collections dont il faut tenir compte. Il faut, troisième chose, c'est bien joli d'avoir ces beaux catalogues dont vous parliez, mais nous ne sommes pas, en général, moi, ma spécialité, c'est plutôt les imprimer. Il faut avoir une idée de la validité des catalogues. Ça veut dire que ces catalogues ne sont pas exhaustifs, ces catalogues ne sont pas tous faits de la même manière, ce sont des compilations, etc. On peut discuter, mais il faut avoir une idée de la validité des catalogues. Et puis, évidemment, en particulier pour les livres en hébreu, il faut avoir des éléments, ce qui n'est pas toujours le cas, sur les particularités d'exemplaires. Des Reuchlin, il y en a énormément aux États-Unis. Mais d'où viennent-ils? Évidemment qu'ils ne sont pas américains, si j'ose dire. Ils viennent d'ailleurs. J'aurais beaucoup d'exemples à vous donner, je ne vous les donne pas. Nous n'avons pas le temps. Mais il est impératif d'avoir à tous ces niveaux des éléments sur les particularités exemplaires. J'ai l'impression que j'ai utilisé mes 20 minutes, Monsieur le Président. Alors je vous remercie de votre gentille attention. Grazie al professor Barbier. Adesso cedo volentieri la parola all'amico Jan Sauté, direttore della Biblioteca Mazarin, una straordinaria biblioteca messa insieme dal cardinale Mazzarino, che conservava fin dall'origine una eccezionale raccolta di libri a stampa ebraici dal 400 al 600. Una biblioteca che oggi conserva ancora un fondo di importanti libri ebraici, soprattutto frutto delle conquiste rivoluzionarie e quindi un'acquisizione successiva alla morte del Mazzarino. Grazie. Vorrei prima di tutto ringraziare gli organizzatori di questo convegno molto ricco e molto concentrato. Sarebbe stato un piacere per me di dare questa conferenza in italiano, ma non sarebbe ragionevole sopravvalutare le mie competenze linguistiche. Dunque proseguiamo, mi spiace, in francese. Et je tâcherai d'avancer rapidement pour respecter notre horaire. Le cardinal Mazarin a peut-être rassemblé au XVIIe siècle ce qui constituait alors la plus importante collection personnelle de livres hébreux. Mazarin est mort en 1661, 3 ans avant la naissance de David Oppenheimer, dont vous connaissez tous l'importante bibliothèque qui, du fait d'un certain nombre de miracles, Frédéric Barbier évoquait la géographie de la circulation du livre, du fait d'un certain nombre de miracles se trouve aujourd'hui conservé en partie à la Bodleian Library. Donc Mazarin meurt et laisse sa bibliothèque en 1661, avant même que, bien évidemment, Oppenheimer ait commencé à constituer sa collection. La collection de Mazarin, c'est une centaine de manuscrits et environ 400, au minimum 400 éditions imprimées en hébreu, souvent rassemblées dans des recueils factices. C'est sans doute peu à l'aune de l'ensemble de sa bibliothèque. Je rappelle qu'au moment du climax de la bibliothèque de Mazarin, au milieu du XVIIe siècle, elle représente entre 50 000 et 56 000 livres. Mon propos aujourd'hui est de présenter cette collection en essayant de comprendre sa motivation dans la France du XVIIe siècle. Pourquoi cet attachement particulier de Mazarin et de ses bibliothécaires, je pense surtout au premier de ses bibliothécaires, à Gabriel Naudet. Pourquoi cet attachement aux hébraïcas? Dans quel contexte cette collection a-t-elle été constituée? Je vais essayer de montrer également que l'histoire de cette collection d'hébraïcas se caractérise par une très forte discontinuité, puisque la collection de livres hébreux qui est aujourd'hui conservée à la bibliothèque Mazarine, donc vous voyez la salle de lecture que vous connaissez du reste et que vous pratiquez pour certains d'entre vous, la collection de livres hébreux aujourd'hui conservée à la bibliothèque Mazarine n'est pas, ou très peu, la collection d'hébraïca qu'avait constituée Mazarin entre 1643 et 1661. Voilà.
Mon objectif est aussi, si nous avons le temps, de présenter quelques-uns des livres les plus remarquables de cet ensemble. Alors je rappellerai d'abord que la bibliothèque de Mazarin est une entité historique multiple. Il y a derrière cette apparente unité institutionnelle, chronologiquement, il y a plusieurs entités, plusieurs bibliothèques. Il y a d'abord, je passe rapidement, la bibliothèque modeste qu'il a constituée à Rome dès les années 1630, qui se trouve installée dans son palais du Quirinal, oggi il Palazzo Rospigliosi. Elle comportait au maximum 5000 volumes, et pendant quelques temps, cette bibliothèque va avoir une existence un petit peu séparée de ces grandes bibliothèques françaises. Je n'ai pas trouvé d'hébraïca dans cette collection italienne de Mazarin. La deuxième bibliothèque de Mazarin, c'est la grande collection qu'il crée de toutes pièces à Paris à partir de 1642, une collection que son bibliothécaire, Gabriel Naudet, va développer dans des proportions considérables, puisque en moins de 8 années, elle excède les 50 000 volumes. Elle est universelle, cette bibliothèque. Elle est alimentée par des campagnes d'acquisition massives effectuées en Italie. Et du reste, c'est à la faveur d'une campagne d'acquisition massive effectuée par Gabriel Naudet en Italie en 1646 qu'un nombre important d'imprimés hébreux vont rejoindre Paris. Mais les acquisitions sont aussi effectuées en Angleterre et dans les pays germaniques. Cette bibliothèque, cette deuxième bibliothèque de Mazarin, sa première bibliothèque parisienne, a aussi intégré des collections entières qui ont été achetées par le cardinal auprès de collectionneurs, mais auprès également de libraires. Elle est riche en livres rares. Elle comporte une part très importante de livres en caractères orientaux ou non latins, manuscrits arabes, persans, turcs, imprimés et manuscrits arméniens ou hébreux. Elle a, cette deuxième bibliothèque, une durée de vie assez courte, puisque constituée à partir de 1642, elle est entièrement dispersée en 1652 à l'occasion de la Fronde. Voilà. Alors, je rappelle très rapidement que cette bibliothèque va être installée ici, dans cette grande galerie construite par les architectes Pierre Lemieux et Maurizio Valberga, qui est un nom donc dans une grande galerie qui va constituer la première bibliothèque, sur le plan architectonique, la première bibliothèque moderne en France, conçue sur un double modèle, aussi bien la bibliothèque de l'Escorial que la bibliothèque des Barberini dans leur palais de Rome. C'est donc la première bibliothèque en forme de galerie. Voilà, une image, une gravure de Mazarin dans son palais Mazarin. Comme vous le savez tous, le palais Mazarin au XVIIe siècle, c'est devenu le site historique de la Bibliothèque nationale. Mais la plupart des structures existantes au XVIIe siècle ont été entièrement bouleversées au XIXe, et voici une élévation de la grande galerie qui héberge cette somptueuse bibliothèque. Cette collection, paradoxalement, la plus importante qu'a eue Mazarin, on la connaît très mal. Elle n'a pas eu de catalogue, pas eu d'inventaire. On dispose de sources archivistiques, des comptes d'acquisition, et elle a été, comme je l'ai dit à l'instant, entièrement dispersée, ou presque entièrement dispersée en vente publique lors de la Fronde, au tout début de l'année 1652. Elle comprenait des hébraïques, et nous le savons. Il est impossible de les quantifier, mais on en repère quelques-uns sur la base de quelques indices. Un indice sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est celui-ci. Vous voyez ce psautier en 4 langues, Hébraïa, Graïca, Chaldaya, Latina. C'est l'édition de Cologne de 1518. Cet exemplaire a appartenu à la première bibliothèque de Mazarin. Nous le savons sur la base de quels indices? Eh bien, tout simplement grâce aux notes manuscrites qui ont été portées sur le plat supérieur, sur la couvrure de parchemin du plat supérieur, qui sont à mettre en relation directe avec la vente de 1652. Vous voyez, figure un prix, 7 livres et un nom, Chevalier. Ce psautier a été acheté par le libraire Chevalier, le libraire Jacques Chevalier, qui était aussi relieur et qui a mis la main à la faveur de la vente de 1652 sur un certain nombre de livres provenant de Mazarin et sur un certain nombre d'hébraïca, justement. Voilà, un exemple. À l'intérieur, nous ouvrons ce document, l'Oratio Dominica, donc le Notre Père, dans les 4 langues. Un autre indice qui témoigne des provenances de livres hébraïques ou relatives aux matières hébraïques dans cette première bibliothèque de Mazarin, ce sont les traces de dons ou de dédicaces.
Ici, vous voyez ce traité fameux de Jacques Gaffarel, Les curiosités inouïes sur la sculpture talismanique des Persans, horoscope des patriarches et lecture des étoiles. Cet exemplaire a été offert à Mazarin. Il porte un ex-dono autographe de Gaffarel, de l'auteur, et il a été relié non pas aux armes de Mazarin, nous sommes en 1629, il a été, vous le voyez, relié aux armes des Barberini, notamment du pape. C'est l'époque, en 1629, où Mazarin est au service du pape Urbain VIII. Alors vous me direz, cet ouvrage de Gaffarel n'est pas un livre hébreu. Nous en sommes bien d'accord, il n'y a aucun caractère hébreu à l'intérieur, mais il fait partie au sens large des hébraïques, des curiosités hébraïques au sens très large de la bibliothèque de Mazarin. Et c'est aussi au XVIIe siècle et par la suite un ouvrage très convoité. Vous savez que Gaffarel est hébraïsant et il a eu un rôle très important dans l'histoire des collections de livres hébreux en France au XVIIe siècle. Il est né en 1601, un an avant Mazarin et un an après Gabriel Naudet. C'est un grand lecteur de Pic de la Mirandole. Voilà, je rappelle très rapidement que ce que nous savons de la collection de manuscrits hébreux et kabbalistiques de Pic de la Mirandole, nous le devons aux travaux de Gaffarel qui seront publiés après sa mort au XVIIIe siècle, à partir de 1715. Il fait donc grand lecteur de Pic de la Mirandole. C'est un des principaux, sinon le principal auteur de la Kabbale et de la Kabbale chrétienne en France dans la première moitié du XVIIe siècle. Et surtout, il a travaillé pour Richelieu. Il a fait partie des principaux rabatteurs de livres, et en particulier de livres orientaux, pour Richelieu. Et il est incontestable à ce propos que Richelieu a représenté un modèle pour Mazarin également sur ce terrain de la collection du livre hébreu. Non seulement c'est Richelieu qui a donné à Mazarin l'exemple d'un projet bibliothécaire que Mazarin va réaliser dans des proportions infiniment plus vastes, mais surtout, il me semble que Richelieu transmet à Mazarin un modèle qui est né en France au XVIe siècle, qui est celui du politique qui s'entoure d'orientalistes et qui soutient à la fois les études orientales et le développement des collections de livres orientaux. Et dans cette politique, l'hébreu en France a toujours eu la primauté, pour des raisons évidentes, à la fois philologiques et religieuses, mais c'est une politique qui s'est aussi étendue à l'arabe, au turc et à l'arménien. Donc c'est une histoire qu'a évoquée rapidement Frédéric Barbier tout à l'heure. C'est une étape qui a connu quelques étapes importantes sur lesquelles je voudrais revenir rapidement. Elle connaît ses premiers balbutiements au tout début du XVIe siècle, dans les années 1507-1508, lorsque à la fois le roi Louis XII et l'entourage du jeune François d'Angoulême, qui n'est pas encore François Ier, soutiennent les travaux de François Tissard. François Tissard, c'est le premier à initier l'imprimerie en grec et l'imprimerie en hébreu en France. Et nous sommes en 1508. Le premier livre imprimé en France avec des caractères hébreux, c'est 1508. Il travaille en particulier, Tissard, avec l'imprimeur parisien Gilles de Bourmont. Et vous voyez ici un exemplaire de ce livre publié en 1508, qui est le premier livre à employer les caractères hébreux en français. C'est un recueil à vocation essentiellement pédagogique, qui rassemble une adaptation simplifiée de la grammaire hébraïque de Moshe ben Yosef Kimri, qui rassemble également une oraison dominicale entièrement imprimée en hébreu, un petit traité sur les rites des Juifs et un traité de numération. Le caractère exceptionnel de cette production de 1508 et le soutien royal, le soutien politique dont elle a bénéficié, explique la très grande qualité des exemplaires que nous en connaissons, parce qu'un certain nombre d'exemplaires ont été reliés par le premier atelier de reliure à pratiquer la dorure en France. C'est un atelier anonyme, vous le savez, l'atelier de reliure Louis XII, qui a été identifié dans les années 1950 en France, et dont le décor rassemble aussi bien le motif d'Anne de Bretagne, vous voyez l'hermine, que l'emblème du roi Louis XII, le porc épique. Et incontestablement, ces reliures ont été réalisées dans l'entourage de Louis XII et de François Ier. Cet exemplaire, parmi d'autres, a fait partie de la première bibliothèque parisienne de Mazarin et constitue l'un des livres rares de sa première grande collection d'hébraïca. Alors, une autre étape importante dans ce soutien politique français aux études hébraïques et à la constitution des collections de livres hébreux, c'est évidemment la création par François Ier
des lecteurs royaux, l'institutionnalisation des lecteurs royaux qui sont à l'origine, vous le savez, du Collège de France. Conseillé par Guillaume Budet, en 1530, François Ier institue 6 lecteurs royaux, 2 pour le grec, 3 pour l'hébreu, Agathias Guidacherius, François Vatable et Paul Paradis, 1 pour les mathématiques, et un petit peu plus tard viendront un autre lecteur pour l'éloquence latine, et bientôt d'autres lecteurs pour les langues orientales autres que l'hébreu. Je pense à Guillaume Postel, retenu pour l'arabe. Donc, cette histoire est très rapide, je m'en excuse, mais vous voyez que je crois qu'il est important de rappeler que l'action de Richelieu, qui constitue ce modèle du soutien politique aux études et aux collections d'Hebraïca qui va inspirer Mazarin, il faut absolument le comprendre dans cette tradition. Je voudrais rappeler aussi que Richelieu a voulu promouvoir la production savante, hébraïsante, mais il a aussi mis en place une politique de captation des objets, et des objets de savoir de cette culture-là, une politique de captation des livres hébreux. J'ai évoqué le travail de chasseur effectué pour lui par Gaffarel, mais je voudrais rappeler aussi qu'il a mis la main un petit peu brutalement sur les papiers et sur la bibliothèque de Gabriel Sionite, qui est un des principaux orientalistes maronites en France dans les années 1630-1640. Tout simplement, Gabriel Sionite est emprisonné à Vincennes, et pendant son séjour en prison, Richelieu envoie Antoine Vitré, un éditeur dont j'aurai à reparler, dans son domicile pour saisir l'ensemble de sa documentation. Et dans cette documentation figuraient notamment les papiers de Savary de Brève, un personnage très important pour l'histoire du livre oriental en France. Donc, pour synthétiser, je crois qu'il faut donc rappeler que la convoitise et la curiosité et la conviction de la nécessité d'un soutien aux études orientales et du développement de collections de livres hébreux est antérieure à l'activité de Mazarin, mais c'est vraiment l'ampleur du projet bibliothécaire de Mazarin qui va donner à ce projet toute son ampleur en France et surtout une visibilité inédite, une visibilité que n'aura pas eu en tant que collectionneur de livres Richelieu. Je voudrais rappeler que cette compétence pour les livres hébreux, elle s'explique par la convergence de plusieurs facteurs qui sont donc tous en place au début de l'activité de Mazarin dans les années 1640. Ces facteurs, j'en retiens 5 que je résume rapidement. Le premier, nous le venons de voir, le développement et l'institutionnalisation d'un orientalisme soutenu par le pouvoir politique depuis le début du XVIe. Deuxième facteur, l'implication des savants hébraïsants dans la circulation des textes et dans la recherche active des livres et des manuscrits hébreux. Troisième facteur, l'importance de la dimension sacrée de la langue et des textes concernés, et la prise en compte par le bibliophile qu'est Mazarin, par le collectionneur, de hiérarchies qui sont d'ordre théologique et philologique. Si on s'intéresse, si on regarde la collection d'Hebraïca de Mazarin, il est évident qu'il y a de la médecine. On y trouve par exemple la traduction en hébreu du canon d'Avicenne, il y a de la grammaire, mais le socle principal des collections est constitué par les corpus bibliques ou talmudiques et à la grammaire, et tout particulièrement à la grammaire comme propédeutique à l'appréhension de ce corpus. Quatrième facteur, il y a une attraction plus ou moins explicite, y compris par des personnages comme Richelieu et Mazarin, pour la Kabbale. Cinquième facteur, il y a un intérêt aussi pour les curiosités typographiques, et tout simplement. Et là, nous touchons à une approche proprement bibliophilique qui est déjà perceptible au XVIIe siècle, avant même les travaux des grands bibliographes du livre hébreu, qu'a évoqué Andrea de Pasquale, et qui attendront le XVIIIe siècle pour se mettre en place. Ce dernier aspect, la curiosité typographique, il est évident. Mazarin ne lisait pas l'hébreu, Naudet le lisait de manière tout à fait approximative. Il y a donc une perception typographique de cet objet qui explique aussi la présence dans la bibliothèque de Mazarin d'autres ensembles de collections imprimées orientales issues d'autres univers linguistiques ou religieux. Voilà, j'en ai sélectionné un parce qu'il est tout à fait intéressant. Nous nous y sommes intéressés à la bibliothèque mazarine il y a peu en découvrant que Mazarin avait mis la main sur les premiers livres imprimés en caractère arménien, et notamment sur un très bel exemplaire de Lour Batakir, le livre du vendredi, imprimé à Venise en 1513, qui est le premier livre imprimé en arménien. Et voilà, je me permets d'attirer votre attention sur l'exposition et le livre que nous avons consacré à cet ensemble avec le soutien de la Fondation Gulbenkian. Donc,
Cette deuxième bibliothèque de Mazarin que je viens d'évoquer, riche en hébraïca, mais dans une proportion que nous sommes aujourd'hui incapables de mesurer, elle est dispersée en 1652. Mais dès 1653, le cardinal revenu au pouvoir va reconstituer sa collection en récupérant une partie des membra disiecta de la précédente bibliothèque et en acquérant de nouveaux livres. C'est la dernière bibliothèque personnelle de Mazarin. Elle va vivre de 1653 à 1661 et nous la connaissons mieux parce que dans les semaines qui ont suivi la mort de Mazarin, un colossal inventaire, c'est l'inventaire après le décès de sa bibliothèque, a été rédigé, un document sur lequel nous sommes en train de concevoir une édition électronique. Donc, la bibliothèque, cette deuxième bibliothèque, cette dernière bibliothèque parisienne de Mazarin promet d'être mieux connue, mais elle n'a pas la volumétrie de la précédente, puisque l'inventaire fait état d'un ensemble de 27 000 unités matérielles. Alors vous avez ici à l'écran quelques feuillets de cet inventaire que nous sommes en train d'éditer. Je voudrais attirer très rapidement votre attention sur 3 caractéristiques. Une des caractéristiques qui est absolument frappante, c'est que les hébraïcas forment à l'intérieur de cet inventaire 2 grands blocs, parfaitement homogènes. Alors que cet inventaire est un inventaire après décès, qui est conduit de manière topographique, qui nous donne une image presque radiographique de la bibliothèque telle qu'elle était installée dans la grande galerie du Palais Mazarin après la mort de Mazarin. Elle est globalement organisée en fonction des grandes disciplines qui étaient chères à Naudet et qui ont fondé la bibliothéconomie de Naudet, mais quelques ensembles de livres échappent complètement à ce système classificatoire. Ce sont des ensembles très particuliers qui faisaient l'objet d'un intérêt bibliophilique singulier dans la perception qu'on avait de Mazarin. Il y a par exemple, tout simplement les livres rares. Ces livres les plus rares, les plus précieux étaient rassemblés en un endroit en particulier. Il y avait aussi tous les livres issus de l'imprimerie royale qui ont été rassemblés de manière complètement groupée. Et il y a aussi les hébraïcas. Quel que soit le sujet, quelle que soit la matière de ces livres, textes bibliques, Talmud, édition pédagogique, grammaire, médecine, philosophie, ces livres sont tous rassemblés dans 2 grands blocs, il me reste 5 minutes, et qui ont fait l'objet de 2 ensembles de descriptions. Je dis 2 grands blocs, parce qu'il y a une répartition par format, les in folio in quarto d'un côté, et les in ottavo et petit format de l'autre. Un autre élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que je me suis demandé qui avait rédigé cet inventaire et particulièrement qui avait dressé l'inventaire des livres hébreux. Alors j'ai retrouvé très récemment les comptes de fabrication de cet inventaire. L'inventaire a été rédigé par 5 personnages et l'un des 5 personnages, c'est justement Antoine Vitré, l'hébraïsant, l'imprimeur-libraire orientaliste de Richelieu. Et il est très vraisemblable que Antoine Vitré a rédigé les notices qui sont relativement précises, les notices catalographiques de cet inventaire en 1662, 1661, 1662, même si certaines unités ont échappé à son expertise, je dirais. Vous voyez le premier titre en haut à droite, est libellé de la manière suivante: un traité en hébreu, voilà, sans titre et sans aucune autre indication. Troisième caractéristique, vous voyez un certain nombre de croix en marge. Quelles sont ces croix? Nous savons aujourd'hui que ces croix ont été appliquées par Carcavie, le bibliothécaire de Colbert, en 1668, puisque Colbert a imposé en 1668 qu'un certain nombre d'ouvrages provenant de la bibliothèque de Mazarin rejoignent non pas la bibliothèque mazarine, dont Mazarin avait décidé la fondation, mais la bibliothèque du roi. Et j'insiste là particulièrement sur le fait que les hébraïcas ont constitué le cœur de la convoitise de la bibliothèque royale. Je cite Pierre de Carcavie et Colbert à la fin de l'année 1667, quand ils manifestent cette convoitise particulière, ils exigent tous les manuscrits ensemble et beaucoup de livres hébreux, arabes et autres. Donc il y a vraiment une focalisation sur les manuscrits, sur les livres hébreux et livres orientaux. Voilà, j'ai passé le temps qui m'était imparti. Je vais avancer très très rapidement pour vous donner à voir quelques-uns de ces livres qui ont fait partie de la bibliothèque de Mazarin, cette grande Bible hébraïque décorée en Castille, qui est datée des années 1480, au moins 2 incunables
extrêmement intéressants puisqu'ils font partie de ce petit groupe d'édition de livres hébreux qui avait été identifié par De Rossi dès la fin du XVIIIe siècle. Rossi les disait dans son édition de 1795 des Annales de typographie hébraïque, il les dit antérieurs à 1480, mais il a bien vu qu'il s'agit là de prototypographie hébraïque qu'il n'a pas pu dater et qu'il n'a pas pu localiser. Il faudra attendre les travaux des incunabulistes du livre hébreu du XXe siècle, et notamment je pense aux travaux absolument fondamentaux de Offenberg, pour attribuer cette production-là à un atelier romain qui fonctionne dans les années 1469-1472. Alors ça c'est l'exemplaire de Mazarin qui va être perdu en 1668, puisqu'il est aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, mais la Mazarine va récupérer, l'ironie positive du sort, la Mazarine va récupérer un autre exemplaire de cette édition du commentaire sur Daniel imprimé à Rome dans les années 1469-1472 à la faveur des confiscations révolutionnaires. Voilà, j'avance très rapidement. Le canon d'Avicenne dans la grande édition de Naples de 1491, une collection d'Hébraïca qui est, étant donné sa provenance, sa provenance essentiellement italienne, qui est essentiellement italienne, à part quelques exceptions importantes. Il y a quelques éditions allemandes, et notamment un bel ensemble d'impressions Disney. Voilà, la bibliothèque Mazarine. Comme je n'ai plus le temps, j'avance très rapidement. Voilà. À la faveur d'un autre colloque sur le sujet, je vous parlerai des livres hébraïques aujourd'hui conservés à la bibliothèque Mazarine qui sont issus des confiscations révolutionnaires, dont certains portent très souvent, vous voyez, vous lisez Domenico Irosolomitano, les traces des interventions des censeurs pontificaux. Voilà. Et puis j'attire simplement votre attention pour terminer sur la nécessité de vous connecter au catalogue en ligne de la bibliothèque Mazarine. Parce que c'est un projet qui a été lancé depuis plusieurs années, qui n'est pas encore achevé. La semaine dernière, j'ai interrogé notre spécialiste en la matière, qui est Bertram Schwarzbach, parce que nous avons identifié dans un recueil factice plusieurs cahiers qui n'avaient pas été repérés. Donc la couverture catalographique des hébraïcaires de la bibliothèque Mazarine n'est pas terminée. J'attire votre attention sur le choix que nous avons fait d'intégrer ces notices dans notre catalogue général, mais avec un traitement en Unicode qui nous permet de convoquer la langue hébraïque. Et le projet qui est le nôtre, alors là c'est un petit peu un scoop, dans quelques semaines la bibliothèque Mazarine va ouvrir Mazarinum, qui est sa bibliothèque numérique, qui va être lancée sur la base d'un corpus d'incunables, et nous cherchons les moyens d'enrichir Mazarinum du corpus issu de la numérisation d'une partie de notre fonds d'Hébraïca. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ringraziamo Ian Soldet. Passo quindi la parola all'ultimo intervento del convegno, Maria Luisa Lopez di Vitriero, una carissima amica, direttrice della Biblioteca Reale di Madrid, grande studiosa delle biblioteche di corte, ci parlerà della presenza di libri ebraici nella Biblioteca dell'Escorial e nelle biblioteche private dei sovrani, con particolare riguardo poi alla Bibbia Sefardita di Toledo, posseduta dalla regina Isabella II. Sì, tante grazie, ringrazio prima di tutto gli organizzatori e con questo intervento quello che voglio fare è illustrare la formazione della raccolta di manoscritti e libri a stampa ebraici delle due grandi collezioni reali private di Spagna, il contributo che essa fornisce nel quadro della storia dello studio del collezionismo e pongo l'attenzione sull'attività culturale vincolata ai libri ebrei nelle biblioteche reali spagnole, Biblioteca dello Escorial e Biblioteca Reale di Madrid, dal secolo XVI al primo trentennio del secolo XIX. Il filo conduttore del percorso nelle due biblioteche segue tre edizioni
rappresentative nella storia del libro, fondamentali per diversi motivi. Le due grandi Bibbie poliglote, ossia quella complutense promossa dal cardinale Cisneros e uscita dai torchi di Arnaldo Guillem de Brocar, e quella regia curata da Arias Montano e stampata dal Plantino ad Anversa. E finalmente le varie lezioni Veteris Testamentis di Giovan Bernardo de Rossi, legate al lavoro della Stamperia Reale di Parma e allo stampatore reale di Sua Maestà Cattolica, il re di Spagna, Carlo IV, Giambattista Bodoni, che è l'unico titolo che Bodoni porta sempre. Sì. Per tutte queste edizioni i fondi manoscritti delle collezioni reali private spagnole furono un capitale insostituibile. E adesso io passo alla mia lingua materna, perché io ho un angelo bibliografico che cura sempre le traduzioni e l'angelo era troppo impegnato, non ha potuto fare il suo lavoro, e meglio parlo nella mia lingua perché sennò non si capisce troppo. La divergencia de los objetivos entre las dos bibliotecas reales sobre las que voy a hablar lo determina perfectamente su origen, que da lugar a un coleccionismo diverso. Tenemos la biblioteca del Escorial, que es una librería monacal confiada por Felipe II a la Orden de los Jerónimos, gli Eremiti Spagnoli, en el corazón de un complejo monumental del siglo XVI, que conocen ustedes perfectamente, pero sobre lo que quiero llamar la atención es toda esta iconografía que rodea los libros, confiada a Pellegrino Tibaldi, que representa en los tramos de la bóveda esa idea de Dios. En un extremo está la filosofía, el saber adquirido, en otro extremo la teología, el saber revelado. Felipe II construye un elemento simbólico y la biblioteca del Escorial obviamente es ese elemento simbólico en el que los libros se traen y se reúnen, evidentemente para representar la organización del saber y del conocimiento, pero también para dar pie a esa gran edición que es la Biblia Regia. Sin embargo, la biblioteca real privada de la Casa de Borbón parte de otra visualización totalmente diferente. Cuando Felipe V, el nieto de Luis XIV, llega a España en 1700, cambia la casa, es la Casa de Borbón la que llega, pero se encuentra habitando en este palacio donde la flecha indica dónde estuvo esa primera biblioteca. Arde el Alcázar Real en 1734 y se construye Juvarra, está aquí, Sacchetti está aquí, o sea que siamo a casa, este magnífico palacio, en donde el lenguaje cambia diversamente, donde los frescos que albergan la colección privada de la Casa de Borbón son estos frescos de Maella que nada tienen que ver con esa organización del Trivium y del Quadrivium que presidía la colección de los libros de Felipe II. La configuración actual de la Biblioteca Real, que no fue aquella que estuvo en un primer momento. Bien, si pasamos a la Biblioteca del Escorial, realmente voy muy deprisa porque esto es algo que ustedes conocen, está ligada a la figura de un grandísimo hebraísta, de Arias Montano, y a esa idea, a esa necesidad de tener que superar lo que era para Felipe II un referente inequívoco, la Biblia Complutense. Arias Montano es quien monta toda la colección, pero ¿cómo monta la colección? Monta la colección refiriéndose siempre a esto que fue su primer monumento, la Biblia Complutense. Y aquí entramos ya en dos ejemplos sobre los que paso muy deprisa, que son
vemos como Arias Montano, estos son manuscritos que están en el Escorial, pero son manuscritos, he metido en los círculos todas las marcas de trabajo de uno de las personas principales, Alfonso de Zamora, un converso, sobre estos textos, esta Biblia sefardita del siglo XV, que es una de las joyas, pero es una de las joyas también por la pureza como modelo, como texto correcto y preciso para la políglota complutense que Arias Montano utiliza también, con esta bellísima encuadernación mudéjar que se sigue conservando. Otro ejemplo es esta Biblia rabínica con el Targum y los comentarios, donde también con flechas y con círculos me refiero a todo el trabajo de Alfonso de Zamora que Arias Montano va a capitalizar para la regia. Pero pasamos rápidamente. Los fondos hebreos, y ahí me refiero también tanto manuscritos como impresos de la colección regia de Felipe II, se ligan a estas figuras que yo he destacado, las principales, esos libros hebreos ya estampados de imprenta, y también los códices. ¿A quién tenemos? A Juan Páez de Castro, otra figura conocidísima dentro de los estudios hebraicos, del que tenemos en el Escorial un magnífico ejemplar de su gramática hebrea y un bellísimo ejemplar por las anotaciones que tiene, donde Páez de Castro dice: yo aprendí el hebreo en la Universidad de Salamanca, y lo aprendí, lo oí, como él dice, en la Universidad de Alcalá, lo oí de Zamora, de Francisco de Zamora. Ven ustedes la cronología de las llegadas y de estos fondos, los más importantes: Diego Hurtado de Mendoza en el Escorial. Sin embargo, y ya pasando rápidamente a la Biblioteca Real, bien, aquí tenemos otras partes de... Si pasamos a la Biblioteca Real de Madrid, las cosas son en esa biblioteca privada totalmente diferentes. Yo el mapa del coleccionismo de fondos hebreos, que son muy escasos en la de Madrid, así como en la del Escorial son numerosos y evidentemente ligados a la regia, a la edición de la regia, en Madrid, en la Real Privada de los Borbones de Madrid, los fondos hebreos son escasos, los impresos y estampati. Pero sí me interesa ver este mapa del coleccionismo que yo he trazado a través de las marcas de propiedad. Porque aquí tenemos, esto es el Conde de Gondomar, una de las grandísimas bibliotecas de la Alta Edad Moderna. El Conde de Gondomar es el embajador de Felipe III en la corte de Jacobo I de Inglaterra, y tiene una de las grandes colecciones privadas de este momento. Joaquín Ibáñez, es un coleccionista del siglo XVIII, con ese perfil del coleccionismo del XVIII, pero aquí tenemos en masa a la familia real de España, a los infantes. El infante don Antonio, ligadísimo también a Bodoni, y Andrea sabrá tanto porque el profesor Pedro Cátedra es un apasionado de la biblioteca del infante, y los tres infantes, los hijos de Carlos IV, grandes coleccionistas y bibliófilos con otro tipo de perfil, y los fondos hebreos vienen de estas procedencias. Esta es la biblioteca del Conde de Gondomar, con la transcripción de los libros hebreos que se encuentran. La biblioteca de Gondomar está organizada por lenguas, y esta, como les decía antes, esta es el otro ejemplar que tenemos nosotros de la gramática de